1h30 de défense en direct sur i24 News. On va essayer de décortiquer la situation sur place dans la bande de Gaza après une journée noire pour l'armée israélienne hier où 10 soldats sont tombés sur le champ de bataille. Pour en parler et pour commencer cette émission, je suis avec Océane Nicole. Merci d'être toujours au rendez-vous, Océane. Et puis Amit Assa, ancien haut gradé du Shabak, des renseignements intérieurs israéliens. Je reviens à vous dans un instant, Amit. D'abord, on prend la direction, bien évidemment, du terrain avec vous. Et une interview que j'ai pu réaliser il y a quelques instants à peine, faute de logistique, pour des raisons de sécurité. On ne va pas dire pourquoi. Eh bien, nous avons pu discuter avec le colonel de réserve, Oren Zini. Écoutez. Et nous rejoint pour commencer cette édition un invité exceptionnel, le colonel de réserve Oren Zini. Merci de répondre à nos questions. Vous avez été commandant notamment du bataillon Givati pendant une guerre en 2009 dans la bande de Gaza. Colonel Zini, le commandant du Front Sud, le général Finkelman, a dit à l'instant que la fameuse phrase, la fameuse adage de l'armée israélienne, c'est-à-dire que les chefs sont toujours en première ligne. Il vient de le déclarer aux officiers de la brigade Golani qui ont perdu plusieurs hommes. Qu'est-ce qu'il veut dire lorsqu'il dit chez nous, les chefs sont en première ligne? C'est exactement le centre et le cœur de Tzahal. Depuis toujours, les officiers, les commandants sont en tête de leurs soldats. Ils mènent leurs hommes. Ils sont au premier rang et pas à l'arrière. Ils n'envoient pas leurs hommes en mission en leur disant « débrouillez-vous ». Non. C'est aussi une question d'être un modèle, de mener en premier rang et de montrer comment faire les choses, parce que vous pouvez voir sur le terrain en premier rang, et c'est comme ça que nous éduquons nos officiers et nous faisons tous la même chose. Moi-même, quand j'étais au commandement, j'étais toujours au commandement de ma brigade, le premier, au premier rang. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'officiers qui sont tués, en effet, malheureusement. Alors justement, en tant que colonel de réserve, est-ce que vous arrivez à vous mettre à la place des colonels qui ont perdu autant d'officiers en une nuit? Et qu'est-ce qu'il doit leur dire pour reprendre les combats? Malheureusement, personnellement, j'ai une expérience aussi de ce type. J'ai perdu lors d'une opération, ce n'était même pas une guerre, à Gaza, 5 combattants. Et c'est extrêmement compliqué, tant pour le commandant, tant que pour les combattants, et puis pour les familles, c'est terrible. Mais nous n'avons pas le choix. Nous devons relever la tête. C'est ça que nous attendons de nos commandants, de nos officiers, même au moment de la perte de soldats, d'officiers de haut rang, quels qu'ils soient. Eh bien, c'est la douleur sur place, mais après, relever la tête, continuer à se battre. Et si le commandant a arrêté de se battre, eh bien, tous les soldats risquent de s'arrêter. Et ce n'est pas comme ça qu'on pourra emporter la guerre. Donc, nous devons absolument relever la tête et continuer, faisant preuve de notre puissance à nos hommes et continuer à se battre avec la même détermination pour que tous comprennent ce que c'est que de se battre après le 7 octobre. Nous n'avons pas le choix. Nous continuerons à nous battre de toutes nos forces, vaincrons l'ennemi, et une fois que tout sera terminé, on trouvera peut-être le temps de verser une larme, d'aller voir les familles et de laisser la place à cette douleur terrible. Maintenant, ça n'est pas le moment, nous n'avons pas le temps pour ça. Est-ce que vous pouvez justement expliquer à ces mères de famille qui, devant leur poste de télévision ce soir et qui vous entendent parler, colonel de réserve Oren Zini, pourquoi c'est si compliqué la guérilla urbaine? Je pense que toute personne logique comprend facilement que quand on rentre dans une zone urbaine dense, qui est un espace où l'ennemi vit et l'ennemi connaît chaque ruelle, chaque bâtiment, chaque pièce, chaque cachette.
et certainement les tunnels qu'il a lui-même creusés. Et nous rentrons sans ces informations. Et donc, l'ennemi a un avantage puisqu'il connaît le terrain. Alors, nous devons faire preuve de puissance, de feu, par l'artillerie, les blindés, les forces armées, mais c'est encore une fois extrêmement complexe. Et malheureusement, le prix à payer est très lourd d'une manœuvre au sol dans un espace urbain aussi dense. Tsahal fait ce qu'il peut de mieux, et la preuve, c'est que nous avons perdu des hommes, certes, mais ça n'est pas comparable à la quantité d'ennemis qui ont été tués. L'ennemi a subi des pertes beaucoup plus importantes. On parle de centaines, voire de milliers de terroristes tués. Ça n'a rien à voir avec nous. Mais pour chaque famille, évidemment, c'est terrible d'avoir perdu un être cher. C'est un monde qui s'effondre, ce que je comprends parfaitement. En tant que soldat, en tant qu'officier, rien n'est possible pour les consoler. Mais la guerre est un prix lourd à payer, et une armée, aussi professionnelle qu'elle soit, quand on combat dans des zones urbaines comme Gaza, le prix à payer est extrêmement lourd, c'est évident. Ça veut dire concrètement qu'il est impossible depuis d'ailleurs 2009, depuis l'opération dans laquelle vous dirigez ce bataillon Givati, il est impossible de gagner une guerre sans rentrer dans ces maisons et passer de maison en maison? Non, je ne pense pas que ce soit possible de gagner une guerre, de vaincre un ennemi uniquement par air. On a essayé, c'est pas qu'on n'a pas essayé, ce n'est pas qu'on pense qu'on est les plus malins. On a essayé pendant 2 semaines ou plus lors de la Seconde Guerre du Liban. Nous avons bombardé depuis les airs tout ce qu'on pouvait avec les renseignements qu'on avait, mais ils ont quand même réussi à tirer vers Haïfa et vers le nord. On a aussi essayé au début de ces combats à Gaza, au début de cette guerre, de bombarder par avion, mais on a vu que tant qu'on ne rentre pas au sol avec l'armée au sol qui passe maison par maison. Et Gaza a 2 espaces, l'espace en surface construite, mais aussi toute une ville souterraine qu'ils ont construite, et donc c'est très complexe. Ils sortent de là comme des rats de leur tunnel, et ils tirent des missiles RPG et retournent vite dans leur terrier qu'ils connaissent très bien. Donc on ne peut pas vaincre un tel ennemi seulement par air. Et si le peuple d'Israël veut qu'une fois pour toutes nous vainquions le Hamas, il faut qu'il laisse l'armée avec le temps nécessaire, avec la patience nécessaire et le sang-froid qu'il faut, et avec les pertes que nous subissons, il faudra nous poser la question. Si à chaque fois on se pose la question est-ce que c'était bien, on ne pourra pas emporter la guerre. Et je suis persuadé que si nous n'emportons pas cette guerre, ce que nous avons vécu le 7 octobre, nous le vivrons à nouveau de manière encore plus terrible dans quelques années. Donc, nous n'avons pas le choix. Ça sera ma dernière question, colonel de réserve Lorenzini, si vous pouvez répondre rapidement. Vous avez combattu également, vous étiez officier dans la Seconde Guerre du Liban en 2006. Et c'est ça ma question. Le général Finkelman, commandant du Front Sud, a dit aux soldats, vous êtes la génération de la victoire. Est-ce que très clairement, vous regardez droit dans les yeux les téléspectateurs et vous leur dites, oui, on peut gagner tant au sud qu'au nord. C'est possible, du moins militairement. Oui, je pense que le général Finkelman a raison. Si au début on était sceptique, et moi j'en ai beaucoup parlé avec les jeunes dans les écoles, on avait l'impression que ces jeunes d'aujourd'hui étaient surtout occupés aux jeux informatiques, etc. La réponse là a été éclatante sur la force de cette génération, la génération de la victoire. Tsahal peut gagner à Gaza aussi et dans le nord aussi. Et la seule chose dont on a besoin, c'est de temps. Et si nous avons le temps nécessaire, et de la part de la population israélienne, mais aussi de la part du monde entier qui fait pression d'une manière ou d'une autre, si nous avons le temps nécessaire, nous pouvons l'emporter, vaincre l'ennemi, tant au sud qu'au nord. J'en suis persuadé. Merci infiniment, colonel Lorenzini, d'avoir été avec nous dans cette émission de défense. Je vous laisse parce que votre temps est compté. Merci énormément. Merci à vous, bonsoir. Et que nous n'ayons que de bonnes nouvelles.
et qu'on ne vive plus des journées aussi dures que celles que nous venons de vivre avec tant de victimes. Que nous ne puissions plus vivre des journées aussi difficiles que la veille. Amit Assa, justement, je me tourne vers vous. Vous êtes ancien cadre du Shabak, des renseignements intérieurs. J'imagine que comme tout Israélien, comme ancien des forces de sécurité, vous avez vécu et vous avez ressenti le même sentiment que le colonel Orenzini. J'aimerais avoir votre regard d'un point de vue des perspectives des renseignements. Est-ce qu'il fallait rentrer ou non dans ces maisons sans renseignements ? Je voudrais dire que les combats à Gaza en ce moment sont complètement différents de ce que nous connaissons ou que les armées connaissent de manière générale dans ce qui concerne les combats urbains, en zone urbaine. Tsahal a développé des méthodes de combat avec un renseignement tactique, renseignement qui accompagne les forces. Ce n'est pas comme auparavant où vous envoyez un groupe, vous envoyez un endroit à conquérir, un groupe de combat, une section, mais ça fait partie des unités tactiques au sol, c'est-à-dire qu'un commandant qui sort maintenant pour conquérir un objectif spécifique, un bâtiment, un appartement, il reçoit du renseignement tactique immédiatement, la structure technique et physique, et le renseignement aussi immédiat de qui sont les gens qui vont y rencontrer. Qu'est-ce qu'on y a comme groupe de combat qui l'attend. Et donc, le renseignement accompagne pas à pas les soldats, les combattants. Et nous savons que de temps à autre, on arrête pour arrêter des terroristes vivants. Qui ne vont pas à l'arrière pour être interrogés, ils sont interrogés sur le terrain, interrogés par des gens du renseignement qui accompagnent les forces de combat sur le front pour pouvoir mener des enquêtes et des interrogatoires sur le terrain pour savoir ce qui nous attend à la prochaine porte, au prochain bâtiment. Donc on n'est pas du tout sans renseignement. On n'envoie pas des gens les soldats dans un bâtiment sans avoir de renseignement. Et là, évidemment, c'est un travail tant au sol que par l'artillerie, les tanks et par air pour que le combattant au sol reçoive tous les renseignements nécessaires pour la poursuite des combats. L'homme des renseignements que vous êtes, justement, que vous étiez, dit quoi aux États-Unis lorsque les États-Unis demandent à Israël ne pas impacter le moins de bâtiments civils possible? Est-ce qu'il y a une comparaison qui doit être faite encore aujourd'hui, bâtiments civils palestiniens contre la vie des soldats? Eh bien, écoutez, nous savons que l'armée d'Israël dit aux civils de sortir du terrain où il y a des combats. Nous leur permettons de se rendre dans les endroits spécifiques pour être protégés. Rencontrer des civils dans de tels bâtiments, c'est très rare. Si l'armée rentre à un combat dans une zone construite, 99% des cas, il n'y a plus de civils, mais uniquement des activistes du Hamas qui se cachent dans ces maisons. Et il faut se souvenir que ces maisons sont reliées directement avec des entrées de tunnels. Alors pourquoi, Amit Assa, ne pas faire comme cela a été le cas en 1982 à la première guerre du Liban? Si un terroriste tire à partir d'un bâtiment, civil ou quel qu'il soit, engager les blindés, abattre le bâtiment et ensuite envoyer l'infanterie. C'est ce qui se fait. C'est exactement ce qui se fait. Quand nous savons qu'il y a un groupe terroriste dans un endroit, on attaque ce groupe avec les tanks, avec des drones, avec toutes sortes d'autres moyens autres que le soldat. Mais en fin de compte, il faut saisir le bâtiment. Et comme vous l'a dit cet officier, c'est la même chose. Après qu'on a fait tout ce qu'on a fait pour protéger les soldats, ce n'est qu'alors que les soldats rentrent dans le bâtiment. Et là, c'est un autre type de combat parce qu'il y a des pièges dans le bâtiment, il y a des bombes, il faut être prudent, mais on est obligé de rentrer à pied dans les bâtiments. Il n'y a rien à faire. Ça, il n'y a pas d'alternative pour saisir physiquement le bâtiment et en prendre le contrôle. Vous parlez de drones. Pourquoi ne pas demander aux drones, puisque justement il y a une interaction des corps d'armée, de frapper le bâtiment et ensuite d'envoyer l'infanterie?
C'est exactement ce que nous faisons. Nous parlons de cas très spécifiques. L'armée travaille de manière extraordinaire en termes de coopération entre l'air, le sol, les tanks, les soldats de l'infanterie. C'est très rare, comme c'est le cas qu'on a vu hier, dans des cas très rares, une équipe rentre sur un lieu qui était piégé. Et là, c'est aussi une question de chance, c'est pas seulement une question de qualité de combat. La plupart du temps, on ne l'entend pas parler parce qu'il y a eu beaucoup de journées de combat où ça n'est pas arrivé pour notre chance, mais c'est pas une question de chance, c'est pas à cause de la méthode qu'on emploie, mais de temps à autre, il y a une situation où les soldats rentrent dans un bâtiment et évidemment, il est piégé et on s'y attendait pas. Oui, ça arrive. Alors une question qu'on s'est posée en préparant cette émission, Amit, c'est est-ce que l'armée israélienne doit envoyer des soldats pour aller chercher et risquer leur vie, et on l'a vu, pour aller chercher des dépouilles? D'abord, c'est un dilemme très compliqué. L'armée d'Israël, Tsahal, un soldat sait que quand il va au combat, on le ramènera mort ou vif. C'est une des choses, une des valeurs sur lesquelles nous éduquons nos soldats. Ils savent que quand ils rentrent au combat, quelqu'un les en fera sortir, mort ou vif, premièrement. Donc, il y a quelque part une question de valeur que vous connaissez quand vous allez chercher des cadavres. D'un autre côté, il faut faire évidemment le pour et le contre. Vous sortez des cadavres et si ça coûte des vies de soldats supplémentaires, là c'est un dilemme du commandement sur le terrain qui doit prendre sa décision. En fin de compte, on n'entre pas pendant les combats mettre des soldats en danger quand vous savez que vous allez juste chercher des cadavres. D'un autre côté, ce qui s'est passé là sur le terrain, ça a été une pensée que peut-être qu'on allait rencontrer là-bas aussi des otages vivants. C'est là la raison pour laquelle les soldats sont rentrés sur cette zone. Et finalement, on a découvert que les seuls qui étaient là-bas, c'était des gens morts. Mais il était trop tard. Et les soldats étaient déjà entrés. Vous savez, c'est quelque chose qui est toujours une réflexion tactique au dernier moment même. La plupart du temps, nous ne risquerons pas des gens vivants pour des personnes mortes. Bien entendu. Mais en fin de compte, il nous faudra ramener aussi les cadavres pour être enterrés en Israël. C'est une valeur qui est très importante pour nos soldats. C'est que le soldat sait que quoi qu'il arrive, même s'il meurt ou qu'il vive, l'armée le refera sortir pour qu'il soit enterré en terre d'Israël. Écoutez, c'est la première fois que je vous reçois dans l'émission Défense et je vous demande, c'est une obligation, Amit Assa, vous reviendrez. Parce que tout est clair lorsqu'on vous entend. Écoutez, merci à vous. On parlait à l'instant, Océane, avec Amit, de cette mission où, bien évidemment, le fils de l'ancien chef d'état-major, Gadi Eisenkot, est tombé et les dépouilles étaient gardées dans des tunnels. Ces fameux tunnels qui seraient d'ores et déjà noyés par l'armée israélienne. Est-ce que c'est une vérité? C'est confirmé? Alors, ça a été dit, en tout cas par les médias américains, notamment le Wall Street Journal, qui a en effet assuré que l'armée israélienne, Tsahal, avait commencé à inonder les tunnels avec de l'eau de mer, donc de l'eau de Méditerranée. Ça n'a pas été confirmé par Tsahal et ça a été demandé, il n'y a eu aucun commentaire qui a été fait. En revanche, en début de semaine, il y a Herzi Halevi, donc le chef d'état-major de l'armée israélienne, qui a dit c'est une bonne idée. Donc c'était une manière un petit peu de ne pas confirmer, mais de ne pas infirmer non plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ça a commencé, ça risque de prendre beaucoup de temps. On sait que ces tunnels terroristes construits par le Hamas, c'est vraiment un petit peu le point noir de l'armée israélienne. On parle des métros de Gaza, il y a plus de 450 km donc, de tunnels souterrains sous la bande de Gaza. Il y a vraiment il y a deux vies dans la bande de Gaza et on sait que c'est l'un des objectifs de Tsahal, d'éradiquer ces tunnels terroristes. Océane, vous avez co-signé un reportage magnifique sur la vie de ceux qui ont engagé le combat seuls face aux terroristes de Reim. Je vous propose de suivre justement ce reportage de Océane Nicolet de la rédaction anglaise de la chaîne i24 News. Regardez. À 6h30, on a été réveillé par des explosions très fortes.
Contrairement aux fois précédentes, 20 minutes plus tard, on a aussi entendu des tirs d'armes à feu. Et ça, on n'y était pas habitué. J'ai commencé à rassembler mon équipement et j'ai reçu cette note vocale sur le groupe WhatsApp de l'équipe de sécurité du kibbutz. Sur cette route, on a vu des pick-up remplis de matériel avec des missiles RPG et des mitrailleuses lourdes sur le toit. Ils étaient prêts à tuer tous ceux qui se trouvaient sur leur passage. C'était le chaos complet. Et surtout, on a compris qu'on allait devoir s'en sortir seul. On n'était que deux avec mon ami Tuvia pour les empêcher d'entrer dans le kibbutz et de commettre un massacre. Les terroristes ont commencé à avancer vers les centres communautaires où sont scolarisés nos enfants. On les a entendus défoncer la porte et entrer. On savait qu'ils allaient d'abord tomber sur des mini-soukottes et d'autres créations réalisées par nos enfants. On savait aussi qu'ils allaient fouiller chaque pièce, non pas pour trouver des enfants, mais pour détruire tout ce qui appartenait aux gens du kibbutz. On s'est battu contre cette escouade pendant environ 2 heures. On leur a tiré dessus de l'extérieur pour les prendre par surprise. On voulait leur faire croire qu'il y avait beaucoup de force autour d'eux qu'ils ne pouvaient pas voir. À 9h17, Oran a envoyé cette note vocale. Dès qu'on a entendu ça, on a quitté le quartier et nous sommes allés ailleurs. Il y avait un véhicule Caracal devant la clôture qui a ouvert le feu sur les terroristes. Ici, il y a un passage qui mène à un parking. On s'est caché là et on a tiré sur les terroristes par derrière. Je n'ai pas compté le nombre de morts et de blessés, mais quand on est revenu, moins d'1 heure plus tard, ils n'étaient plus là. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir des incendies à l'intérieur du kibbutz. Les maisons et les arbres brûlaient. On a compris qu'il se passait quelque chose de grave. On a couru jusqu'à une maison qui se trouve à l'extrémité du kibbutz. Il y avait une famille dans cet abri et la porte avait déjà commencé à fondre. Ils suffoquaient, mais dans un dernier effort, ils ont réussi à soulever leur fille qui était dans un fauteuil roulant. Avec les policiers, on les a aidés à sortir et ensuite, ça a été au tour des parents. Après avoir sauvé la première famille, on est arrivé ici. On a frappé à la fenêtre et on leur a dit qu'ils pouvaient sortir. Quand la mère est sortie, je lui ai dit que tous les animaux de la ferme du kibbutz allaient bien, car je savais à quel point c'était important pour elle. Elle nous a immédiatement demandé si nous avions des nouvelles d'Assaf, son fils, qui n'avait plus donné signe de vie. J'avais un très mauvais pressentiment. Assaf n'était pas avec eux à ce moment-là. Dans les kibbutzim, à l'âge de 18 ans, les jeunes déménagent en général dans leur propre appartement. Tout ce qui s'est passé a eu lieu dans le quartier des jeunes, car c'est l'endroit le plus proche de l'entrée principale. C'est par là que sont arrivés la plupart des terroristes et ceux qui étaient les mieux équipés. Ils avaient l'intention de prendre le contrôle de Re'im et de s'y installer. Ils voulaient entrer dans les maisons. Les combats dans ce quartier ont été menés principalement par les forces de Tsahal. Avant leur arrivée, Harel, le chef de la sécurité, s'est assuré que les terroristes ne puissent pas avancer dans le kibbutz. C'est lui qui les a arrêtés dans ce quartier. À ce moment-là, mon rôle de gardien a pris fin et j'ai commencé à aider les militaires à se repérer dans les rues du kibbutz. Nous sommes allés chercher un autre membre de l'équipe de sécurité. En chemin, nous avons vu quelqu'un qui n'habitait pas ici sortir d'un des abris.
Il nous a raconté que le père des 2 enfants qui étaient dans cette pièce sécurisée, ainsi que sa compagne, avaient été assassinés sous les yeux des enfants. Il nous a ensuite montré une inscription laissée par les terroristes sur le mur. « Nous ne tuons pas les enfants ». Je suis resté là à regarder autour de moi. Il y avait une barrière de sécurité pour enfants avec des impacts de balles et juste à côté, le hamac du père. Je sais bien qu'il y a eu des choses pires ailleurs, que tout le monde n'a pas eu le temps de s'organiser ou l'occasion de prendre des décisions comme celles que ces héros ont prises. Personne n'aurait pu s'imaginer que nous, l'équipe de sécurité, aurions eu à faire face à plus de 4 terroristes au maximum, ni qu'ils auraient réussi à entrer ici. On sait que nous sommes la dernière ligne de défense des personnes qui ont choisi de vivre ici, de faire prospérer les lieux, d'adhérer à la belle culture de cet endroit. Et c'est notre devoir de faire tout notre possible pour préserver cela. Et puis j'ai le privilège à présent, d'en défense et un honneur d'être avec Dalia Zeaïda. Merci infiniment d'avoir honoré mon invitation, Dalia. Marhaba et Bekoum, merci énormément parce que pour que les téléspectateurs comprennent, Dalia, vous avez osé, c'est un drame, critiquer le Hamas le 7 octobre depuis l'Égypte. Vous avez eu des menaces et vous avez dû trouver une terre d'exil pour des raisons de sécurité, on ne dira pas où, mais c'est la raison, effectivement, pour laquelle aujourd'hui, vous êtes avec nous. Alors, première question qui me vient à l'idée, Dalia, est-ce que pour vous, les attaques du Hamas, c'était finalement une guerre de territoire ou une guerre de religion? D'abord, merci beaucoup, Mati Marhaba. Je suis très honorée et heureuse d'être avec vous, c'est sûr. Pour répondre à votre question, qui est excellente, parce que le Hamas se présente toujours au monde comme s'il était un mouvement national qui combat pour la cause palestinienne. Je ne fais que citer, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Tout ce qu'ils croient, c'est-à-dire la résistance islamique, ils ont le monde islamique et pas le mot palestinien. C'est tout ce qui les intéresse. Tous les islamistes, tous ces mouvements islamistes comme le Hamas utilisent toujours la cause nationale pour couvrir les atrocités, leurs crimes contre des civils. Et ils l'utilisent toujours comme justification pour établir ce qu'ils croient, à savoir le système du califat, où ils régneront avec la charia de l'islam, qui est leur objectif ultime. Honnêtement, ça n'a rien à voir avec un conflit national. Moi, ce qui me choque, finalement, c'est que vous êtes une femme croyante et vous avez dit ce que vous pensiez le 7 octobre depuis l'Égypte. Est-ce que, finalement, la liberté d'expression n'existe pas dans le monde arabe, même pour une femme croyante? Malheureusement, c'est vrai. Il n'y a pas de liberté d'expression dans le monde arabe. Nous le savons depuis des années. Mais quand j'ai parlé contre le Hamas, je pensais au début que je parlais de manière alignée à ce que l'État égyptien a adopté comme politique depuis des années, ou adopté comme politique depuis des années. Mais il semble que pour l'Égypte et pour beaucoup d'autres pays arabes, le Hamas et les autres organisations islamistes ne sont que des groupes terroristes quand ils attaquent à des Arabes ou les Égyptiens, mais ne sont pas un groupe terroriste, au contraire. Et ils sont même considérés comme des héros parfois s'ils attaquent les Israéliens et le peuple juif. Ce qui vous montre la dualité, l'hypocrisie dans laquelle on vit dans notre région, malheureusement. Dalia, vous vous êtes sentie menacée très clairement lorsque vous avez osé prendre la parole et attaquer le Hamas?
Vous savez, au début, quand je regardais les informations sur les médias arabes, comme tout le monde, je pensais que c'était juste un clash habituel entre les soldats israéliens et le Hamas, ce qui arrive de temps à autre. Mais quand, plus tard, j'ai été convié à une vidéoconférence organisée par le ministre des Affaires étrangères, où ils nous ont montré les vraies vidéos de ce qui s'est passé ce jour-là, j'ai été tellement choqué et tellement en colère sur nos médias qui mentaient sur ce qui se passait vraiment ce jour-là, en ce jour de massacre. Alors je me suis dit, il faut que je dise la vérité. Et je suis allé sur les plateformes de réseaux sociaux que je suivais et j'ai des gens qui me suivent et j'ai décidé de raconter la vérité. À l'époque, tout ce que je pensais, c'était aux enfants, aux femmes qui ont été brutalisés par le Hamas, que j'ai vu dans ces vidéos. Et je voulais parler pour eux, parce que peu importe le fait que ma religion et la leur soient différentes, ma nationalité et la leur sont différentes, mais nous sommes tous des êtres humains, nous appartenons à la même famille humaine. Si nous ne nous soutenons pas mutuellement dans de tels moments contre ces gens monstrueux qui essaient de détruire notre humanité de manière si atroce, nous allons tous être perdants. Et je suis désolé de dire que beaucoup de mes compatriotes égyptiens, musulmans, même dans des pays qui n'ont rien à voir avec Israël, des pays en Asie du Sud-Est par exemple, qui n'ont pas de guerre ou de conflit avec Israël, eh bien, ils continuent à faire passer cette haine contre Israël sur la base de raisons religieuses. Alors c'est intéressant ce que vous dites, vos compatriotes, vos ex-compatriotes, si je peux m'exprimer ainsi. Finalement, est-ce que vous pensez que l'après-Hamas amènera à une ouverture des frontières de l'Égypte et finalement le président Al-Sisi reviendra sur ses propos et laissera les civils gazaouis partir s'ils le veulent? Écoutez, ça c'est l'énorme dilemme que vit l'Égypte actuellement, au niveau de l'État et au niveau public. Parce que pour ces dernières semaines, depuis le début de la guerre, l'Égypte utilise cela comme une manière de levier pour recueillir les voix de l'élection du président Al-Sisi dans ce qu'on appelle chez nous des élections qui ont lieu en Égypte actuellement. Sa popularité, à cause de la crise économique et l'oppression politique, a été régressant ces derniers temps. Donc, il pensait qu'il pouvait compenser cela en se montrant les défenseurs et champions de la cause palestinienne et en même temps jouer sur les peurs des personnes qui sont déjà très préoccupées par la crise économique en disant que si on ouvre les frontières et qu'on laisse les Palestiniens entrer dans le Sinaï pour une période temporaire ou même pour plus longtemps, eh bien, ce serait une menace pour la sécurité nationale égyptienne. Alors le résultat, c'est que maintenant, c'est un dilemme avec lequel se mesure le régime finalement, parce que tôt ou tard, les réfugiés palestiniens vont devoir rentrer en Égypte. C'est la seule manière qu'ils ont de sortir. Et tôt ou tard, le régime va devoir justifier au public pourquoi il les laisse maintenant sortir, enfin entrer en Égypte si vous voulez, et ils ne l'ont pas fait auparavant. Et je pense que ça va demander beaucoup de travail pour que les politiques égyptiens justifient ça aux yeux du public égyptien. Et donc, j'espère que ça n'amènera pas une plus grande polarisation au sein de l'Égypte. Dernière question, Dalia, parce que vous êtes la première concernée finalement. Est-ce que vous avez l'impression que les frères musulmans sont une réelle menace pour l'Occident? Oh oui, les frères musulmans sont une menace terrible pour les pays occidentaux. Ils ont révélé dans plusieurs documents des années 90 leur projet de saboter les pays occidentaux de l'intérieur et donc pour pouvoir construire leur système de califat pour pouvoir faire régner la charia. Et je vois que c'est en train d'arriver maintenant. Regardez les gens qui protestent dans les grandes capitales comme Washington, D.C., comme de grandes capitales
européenne, les islamistes sont en train d'infiltrer les sociétés occidentales en profitant des espaces ouverts et disponibles dans ces sociétés pour promouvoir leurs idées monstrueuses et leurs distorsions dans l'interprétation de la loi islamique. Merci. Et malheureusement, ils ont une influence maintenant sur ces sociétés et ils mènent des mouvements contre les juifs aujourd'hui. L'antisémitisme aux États-Unis, par exemple, est en train d'atteindre un niveau que nous n'avions jamais vu auparavant, simplement à cause de l'influence croissante des frères musulmans aux États-Unis aujourd'hui. Et c'est pareil pour l'Europe. Donc je pense que les Occidentaux doivent ouvrir les yeux sur le fait que tous les musulmans ne sont pas des frères musulmans et que les frères musulmans ne représentent pas tous les musulmans, exactement comme le Hamas ne représente pas les Palestiniens. Merci. Et ils devraient être très très prudents pour faire la différence comme il se doit entre les vrais musulmans modérés qui pratiquent de manière individuelle et ceux qui essayent de politiser l'islam pour leurs propres objectifs. Shukran Ktir, merci beaucoup Dalia Zaïda d'avoir été avec nous et d'avoir honoré mon invitation ce soir dans Défense. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très vite et dans Défense sur i24. Merci à vous. Thank you so much, Matty. Merci infiniment Mati et j'ai beaucoup apprécié cette conversation. Merci beaucoup. Également, merci. Océane Nicole, vous allez nous parler d'une lettre extrêmement poignante d'un soldat qui n'est pas revenu du terrain, mais qui avait écrit une lettre à ses parents. Tout à fait. Il faut savoir que lorsqu'un soldat israélien part au front, il est invité à écrire une lettre à ses proches, une lettre qui sera remise en cas de décès. C'est ce que malheureusement les parents de Ben Zousman ont reçu. Il avait 22 ans, il habitait à Jérusalem et il est mort donc le 3 décembre dernier dans le nord de la bande de Gaza. Et vous allez voir cette lettre qu'il a écrite donc à ses parents avant évidemment de mourir. Si vous lisez ceci, il m'est probablement arrivé quelque chose. Comme vous me connaissez, je suis probablement l'homme le plus heureux en cet instant. Je suis reconnaissant d'avoir le privilège de défendre notre peuple. S'il m'arrive quelque chose, je vous permets de ne pas sombrer dans la tristesse. J'ai eu la chance de réaliser mon rêve et mon rôle et soyez assurés que je vous regarde d'en haut avec un immense sourire. Je serai probablement aux côtés de papy et nous allons attraper le temps perdu. Extrêmement émouvant. Chacun racontera ses expériences et ses récits de combat, transformer la Shiva, donc la période de deuil dans le judaïsme, en une semaine de retrouvailles avec la famille et les amis, riez, racontez des anecdotes, rencontrez tous mes amis que vous ne connaissez pas encore. Il poursuit. Si je suis pris en otage, vivant ou mort, je ne permettrai pas qu'un soldat ou un civil soit blessé à cause d'un accord pour ma libération. Je ne vous permets pas de mener de campagne pour faire pression sur le gouvernement. Je refuse que des terroristes soient libérés en échange de moi de quelque manière, forme ou accord que ce soit. Je le répète, je suis partie de la maison sans même être appelée comme réserviste. Je suis remplie de fierté, de sens du devoir et j'ai toujours dit que si je devais mourir, je préférais que ce soit en défendant notre peuple, en défendant Jérusalem. Voilà ce que Ben Zousman a dit. Il avait 22 ans et il est donc mort dans les combats en portant l'uniforme de Tsahal, mort le 3 décembre dernier dans ces combats acharnés qui font rage donc dans le nord de la bande de Gaza. Ce qui m'amène, merci infiniment Océane, ce qui m'emmène à cette interview que j'ai réalisée un petit peu plus tôt dans la semaine avec Baruch Benigal, le père d'un soldat tombé au combat il y a 3 ans. Regardez. Et je suis avec Baruch Benigal, le père d'Amid Benigal, tombé lors d'une opération antiterroriste en mai 2020. Baruch, merci d'être avec nous. Je vous ai demandé de venir parce que vous avez décidé de faire en sorte qu'après la mort, il y a la vie. Et vous, depuis le 7 octobre, vous avez consolé plus de 300 familles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Hier, je me suis rendu dans la 380e maison. 380 familles qui ont perdu leur enfant, nouvelles familles endeuillées qui ont fait leur entrée dans cette grande famille du deuil. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que moi, quand j'ai perdu mon fils unique, Amit, beaucoup de gens sont venus, 20 000 personnes par jour. Beaucoup de familles endeuillées sont venues me voir. Et le jour de cette terrible catastrophe, le 7 octobre, j'ai fait le serment d'aller voir chacune des familles,
d'en voir le plus grand nombre possible, du nord au sud. Je sillonne le pays et je vais voir une famille, et puis une autre, et puis encore une autre. Et je viens pour les réconforter, pour les soutenir, parce que qui mieux que moi sait ce que perdre un enfant signifie. La vraie question, c'est est-ce que ces familles reçoivent ce message directement pendant cette période? Dans le judaïsme, on appelle ça les Shiva, c'est-à-dire les 7 jours de deuil. Est-ce que ce message est reçu par les familles? Lorsque j'arrive chez eux, je suis quelqu'un de très connu en Israël pour ce qui touche au deuil militaire. Lorsque j'arrive chez eux, les gens savent déjà qui je suis. Tout le monde en Israël sait que je viens d'avoir un enfant. Je suis devenu père pour la 2e fois il y a 3 mois. Mon fils, Or Chai, est né le 7 septembre, soit 1 mois avant cette terrible catastrophe. Toute la presse en Israël en a parlé. La principale question que tous les parents me posent, c'est la même chose. À chaque fois, c'est comment fait-on pour continuer? Comment arrive-t-on à vivre après avoir enterré son enfant? Je leur parle, je les réconforte. C'est un processus très très long. C'est un processus qui ne se termine jamais. Il faudra que des professionnels accompagnent ce processus. Je leur répète à chaque fois la même chose. 6 mois, quand cette catastrophe m'a frappé, je me suis retrouvé sans enfant. Je n'avais qu'un enfant. Amit était mon fils unique. Et j'ai fait le choix le plus difficile, le plus compliqué qui soit. J'ai choisi la vie. C'est ce que je dis à tout le monde. Il faut choisir la vie pour nos enfants, car nos enfants étaient joie, plaisir et amour. Pourquoi mettre fin à tout cela? Nous, les parents, nous allons mettre un point final à la joie de nos enfants. Donc ce que je leur dis, c'est que oui, c'est difficile, oui, on pleure, oui, on tombe, oui, on souffre, mais nous ne sommes pas des malheureux. C'est important ce que vous dites. C'est-à-dire que dans le deuil, il y a aussi cette partie des pleurs. Je me souviens de cette scène qui m'a moi-même extrêmement touché, de vous, au-dessus de la tombe de votre fils. Et vous pleuriez, vous lui demandez pardon. Pardon de quoi? Je ne sais pas et je ne sais toujours pas. Mais c'est ce type de scène par lesquelles elles vont devoir passer ces familles? De ne pas avoir été à ses côtés à ce moment-là, j'aurais souhaité que Dieu m'accorde ce privilège de recevoir ce bloc sur la tête, sur la mienne et non la sienne. Je l'aurais tant voulu qu'il soit vivant et moi non, si seulement. C'est ce type de séquences par lesquelles ces familles vont passer? Oui, tous les parents veulent se prendre une balle à la place de leur enfant. Et oui, les parents veulent recevoir une brique sur la tête à la place de leurs enfants. Car nous, en tant que parents, dès leur naissance, nous protégeons nos enfants. Nous sommes là pour eux. Et à cet instant si dramatique, nous ne sommes pas à leur côté. Pour un parent, quelque chose de très difficile. Imaginez lorsque le terroriste qui a jeté la brique du 3e étage depuis son appartement, qui a jeté cette brique sur Amit, si seulement j'avais été là, je l'aurais pris dans mes bras et aurais souhaité que cette pierre me tombe sur la tête et me tue, mais pas lui. J'aurais voulu qu'il ne lui arrive rien, pas la moindre égratignure. C'est extrêmement difficile pour moi de continuer cet entretien avec de tels propos, mais quand Ben Zousman, un soldat qui vient de tomber à Gaza, écrit à ses parents « Je veux que pendant la période de deuil, vous ne pleuriez pas. Il faut rire, il faut raconter des anecdotes sur moi et surtout, si je tombe, si je suis otage, ne faites rien. Parce que je ne veux pas que des terroristes soient libérés. » Vous dites quoi? Vous savez, mon fils Amit, 1 mois avant sa mort, nous étions en train de dîner en famille le vendredi soir et il a dit à mon frère Yossi, si on doit mourir, alors que ce soit pour Eretz Israël. C'est comme s'il avait lui-même exécuté ses dernières volontés. Cet enfant nous a toujours dit, je tiens à ce que vous soyez joyeux. Il m'a dit, papa, ce qui m'importe le plus au monde, c'est ton sourire, ta joie. Quand tu es content, je suis l'homme le plus heureux du monde. Alors vous comprenez, je vais vous dire quelque chose. Depuis ce jour néfaste où j'ai perdu Amit, je fais tout pour m'accrocher à la vie. J'habite au 22e étage, 104 mètres au-dessus du niveau de la mer. J'aurais parfaitement pu en 2 enjambées sauter dans le vide. Et ça en aurait été fini de Barour. Mais ce n'est pas la voie à suivre. La voie à suivre,
Je suis une personne croyante et nous croyons que tout ce qui arrive, peu importe ce dont il s'agit, est quelque chose de très spécifique. C'est très très spécifique. Si vous m'aviez dit il y a 3 ans que je tiendrais dans les bras un nouveau petit bébé, je vous aurais traité de fou. Psychologiquement, ça n'allait vraiment pas du tout et le ministère de la Défense m'a pris en charge. J'ai une psychologue qui me suit, une assistante sociale, je les vois chaque semaine. Avec l'une, je parle d'Amit, avec l'autre de Barour et je construis ma vie peu à peu. Et tous ces enfants qui malheureusement entrent à Gaza, combien de lettres écrites par ces enfants ai-je lu? Combien de lettres? Combien? J'ai été voir une famille dont les deux enfants sont entrés à Gaza et n'en sont pas ressortis. On leur a ramené les corps des 2 enfants dans des cercueils. Le père m'a pris dans les bras et m'a dit « Donnez-moi un peu de force, il me faut de la force, j'ai absolument besoin de force. » Je l'ai pris à mon tour dans les bras et je lui ai dit « Vos enfants sont des martyrs, de véritables héros, car ils ont tout fait pour le peuple juif, pour Eretz Israël, pour la Torah du peuple juif. Et nous sommes des gens croyants, c'est vrai. Ce qui nous est arrivé est terrible, c'est indescriptible, indicible. Les mots ne nous permettent pas de décrire ceux à qui nous devons faire face. Et il est donc très important de se ressaisir, se relever. Si nous prenons un verre et qu'on le jette à terre, on aura énormément de morceaux. Ce qu'il faut, c'est rassembler tous les morceaux. C'est exactement ma question. Est-ce qu'Israël, les familles des victimes et ceux qui sont autour vont pouvoir se relever? Et comment se relever surtout? Nous n'avons pas d'autre choix. Nous ne sommes pas entourés de pays scandinaves. Nous sommes malheureusement entourés de pays qui tous refusent notre présence ici. Personne ne veut de nous. Ils seraient tous très contents si nous n'étions pas là. Mais c'est notre foyer. C'est ici que nous sommes nés. Et c'est ici que nous mourrons. Personne ne pourra rien y faire. Peu importe les événements qui se dérouleront ici, nous sommes là pour rester éternellement. C'est à nous pour toujours, pour toujours. Et s'il y a quelqu'un à qui cela ne plaît pas, il n'a qu'à partir. C'est ici que nous habitons, c'est ici que nous éduquons nos enfants, ici, en Eretz Israël, pour le peuple juif et la Torah du peuple juif. Et c'est ici que nous vivons. Nous n'avons nullement l'intention de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Eretz Israël nous appartient à tous les niveaux, juridiques, toraniques, historiques, tout. C'est à nous. Des juifs et des non-juifs habitent en Israël. Et les non-juifs qui y habitent vivent bien mieux que dans tous les pays avoisinants. Je pense qu'il n'y a aucun musulman vivant dans l'État d'Israël qui soit prêt à renoncer à la carte d'identité israélienne et prêt à aller habiter à Gaza, au Liban, à Beyrouth ou en Syrie, en Jordanie, en Égypte. Pas un seul qui soit prêt à renoncer à son passeport israélien bleu et qui veuille habiter là-bas. Montrez-moi un, pas 2. Une seule personne qui soit prête à renoncer à son identité de citoyen israélien et soit prête à aller être citoyen à Beyrouth ou en Syrie. Vous n'en trouverez aucun. Le meilleur endroit au monde qui respecte également les étrangers, les non-juifs, c'est ici, en Eretz Israël. Si seulement en France, on respectait les juifs autant que nous, ici, respectons les Arabes, si seulement. Merci. Baruch Manigan, d'avoir été avec nous. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? La santé, et que tous les soldats rentrent chez eux sains et saufs, et que tous les otages rentrent chez eux, tous, sans exception aucune. Merci. Toujours autant d'émotions dans les propos de ces parents qui ont perdu les soldats sur le terrain des combats et des opérations antiterroristes. Je vous propose de regarder à présent un reportage également signé de la rédaction d'i24 News autour de Yorin Levy. Il a échappé aux mains du Hamas. C'était à Kfar Aza, un reportage signé Youssef Haddad et adapté du digital d'i24 News et adapté pour la chaîne française et i24 News et Défense. Regardez. You're going to be shocked when you hear this next story. I came to Kfar Aza to meet Yuri. Yuri managed to escape Hamas after he was captured by the terrorists. He had 1 second to decide what to do. Take left to Gaza and be captured, or try to escape. Let's see what happens. Let's go meet him. שלום לכולם.
You know, it's really crazy. I was in the parking lot right now. And for me, before I came here, it looked normal, almost normal. Almost. But then you come here and you see the atrocities. Yep. What happened on the 7th of October, you saw everything. I saw, hear, feel everything that happened here. To all of my community, to all of my friends. Can you take me to the point where it all began? Yes. Where were you? Where is your house? Let's go. So this was my house. It's completely destroyed. 7th of October. What time we start? 6 morning. 6 in the morning. I wake up. Yeah? Need to go to run with my friend to a gym. I don't know why. Miracle, I decided that I'm not going. All the people that was running into the road was killed, was murdered. And my door, when I was inside my bedroom, I was hear the shooting all over the place, and my door and my window, and my friends in my neighborhood, in the street outside. I hear also civilians screaming. And this moment I was understand that they kidnapped the people from our kibbutz. It's the most scary situation that I was in my life, because it's very scary and very dangerous. So I go down below my bed. I was under the bed. It was here some basket and some couple of bags. You covered yourself. And I covered myself. I saw all of the message in the WhatsApp group. All the people they have in their house Hamas terrorists, and they screaming to help from somebody, and nobody answer and nobody coming. And I'm texting also, come to help me. And after a couple seconds, they spilled something into my house, and I starting to hear my house going on fire. I cannot breathe, and when I started to understand that I cannot breathe, I take this pillow and I take the sheets from the pillow, I rape that, and I do a mask to myself because I cannot breathe. They throw grenades inside to my house, so the grenade broke the door, and the fire go inside to my bedroom. I decided that I'm not dying in the fire. So if the fire will go inside to my bedroom, I will jump out. I tried to open this window, and it doesn't open. And I was go out like that, and I saw 3 terrorists that was like that. And I don't have nothing, and I have only a boxer. And I'm taking my hands up to show them that I'm not coming to fight with them. One put in my face Kalashnikov. Another one, where are you standing now with a knife, big knife, doing like that with the hand and screaming at me. After one moment, they just push me out from the windows, like this, down to the ground. They just pushing me in a brutalic way. Did they hit you? They just pushing me to here. They screaming between themselves. I think that they talk about what to do with me, and then they understand that they decided that they kidnapped me. They just take me like that with the hands and pushing me like in a very fast way. In this moment, they understand that I don't doing nothing, so they go back to my neighborhood to continue killing. They taking me in my hand here. One hand, yes, one hand like that, and the other one hand, I have a shovel. Shovel? Yes. I'm understood in this moment that if he's taking me outside of the border, I'm going to be kidnapped. So this is the moment that I understand that I don't have a chance. 90% that they will kill me when I'm trying to do something, but I have maybe 10% that I will succeed. Surviving. Yes, of surviving. Okay. So I take in my hand, doing like that, and start running. He start to run after me, and start to yell to the terrorist with the gun to come shoot me. He understand and think that he don't have a chance to catch me, because I run, like you said, I run off my life. Yep. I need to save myself, and I need to listen if I hear more civilians around me. I can smell all the way death.
So in this moment I saw this bush. I decided that this is the place that I can escape to them. So I just go inside here and sit like that inside. So after 3 hours I go out like that with my hand because I hear Hebrew from this corner. So I was going just like that and I'm yelling to them, "Hey, Tzava, that I'm Jew, soldier." Them that I have a friend that live upstairs, and I tell them, take me up. I will stay with them in the safe room. So 3 soldiers going with guns, cleaning the building. I'm in the middle, and 2 more behind me, going like that. Like you see here, they closed it, but everything was glass broken here. The door was opening. Like you see in the wall. You can see everything here with a lot of them. Look inside the houses. They managed to put you in the safe room with your friend. Yep. And they went back to fight. Yep. And all the time you hear everything. Everything. 8 p.m. when the soldier come to this building and they knock on the door, they talk with us in Hebrew. So we understood that this soldier of us, but it's only the beginning, because between 8 p.m. to 8 in the morning, they was shooting all over the place, and they was take people downstairs to our apartment to be together. And 8 a.m. they telling us 5 minutes we going out from the kibbutz. That's more than 24 hours, no? Almost That's 26. Yep. 6 a.m. to 8 a.m. Yes. And the moment that I will feel safety outside of the kibbutz, I call to my brother and I start to cry on the phone. And I tell them one thing, I'm alive. Voilà ce reportage particulièrement poignant, et on ne comprend toujours pas des questions qu'on se pose. D'ailleurs, Océane, vous venez de me poser la première des questions, c'est comment, pendant 24 heures, effectivement, pas d'intervention, et le premier des jugements qui intervient aujourd'hui dans les premières enquêtes, c'est qu'il y avait peut-être trop de scènes de combat. Il faut le rappeler, une vingtaine de villages concernés et 3000 terroristes. Exactement, 3000 terroristes qui se sont infiltrés en Israël. Et quand on écoute le témoignage de Yuri, qui a entendu donc le samedi à 6h les premières alertes, et qui parle que le dimanche matin jusqu'à 8h il y avait encore des tirs, donc ça fait plus de 24 heures où il a entendu des tirs, et les combats continuaient entre les hommes de Tsahal et les terroristes. Et c'est vrai que la question, c'est comment est-ce que ça a pu durer si longtemps, des combats donc de plus de 24 heures dans ces localités du sud. Et les soldats qui ont fait face donc à des milliers, 3000 terroristes du Hamas. C'est vrai que 2 mois, presque 3 mois après, on a toujours du mal à comprendre. À comprendre, et surtout à imaginer justement ce nombre effectivement de terroristes. Et vous disiez les soldats et les policiers, bien évidemment. Les policiers dont on salue effectivement le travail, parce qu'ils ont été vraiment le bouclier d'Israël. Tout simplement, il n'y a pas d'autre terme. Alors, Océane, on a voulu parler aussi ensemble dans cette édition de Défense, parce que effectivement l'actualité sécuritaire en ce moment est extrêmement dense, de beaucoup de dossiers. Vous avez parlé des tunnels. Vous avez parlé également de cette lettre de ce soldat Zussman. Puis là, vous avez décidé vous-même de nous parler d'un sujet. Vous avez, tout simplement. On va parler des dirigeants du Hamas qui se sont... Oui. Allez. Non, mais c'était important. Pourquoi ? Parce que vous avez décidé de nous l'expliquer, parce que c'est important pour comprendre aussi pourquoi et où et la manière dont le Hamas est en train de s'organiser. Et c'est les dirigeants du Hamas qui ont eu un petit peu peur des déclarations faites un petit peu plus tôt, enfin un petit peu plus en début de semaine de Ronen Bar, le chef du Shin Bet du Shabak, qui avait dit donc en début de semaine: nous irons les chercher partout, en Cisjordanie, au Liban, au Qatar, en Turquie, nous irons les chercher partout. C'est notre Munich, allusion à l'attentat de 1972, où finalement
tous les terroristes responsables de ces attaques ont été arrêtés. Et donc là, eh bien, ça fait vraisemblablement un petit peu peur à ces dirigeants du Hamas qui, on le sait, beaucoup sont réfugiés en Qatar. Et le résultat de ça, c'est qu'il y a beaucoup de dirigeants du Qatar qui ont décidé de s'enfuir. Le Qatar leur a tout simplement dit que face aux services de renseignement israéliens, eh bien, le Qatar ne peut pas assurer complètement la sécurité de ces dirigeants du Hamas sur le sol qatari. Résultat, ils sont partis du Qatar pour aller se réfugier en Algérie. Il y a aussi certains dirigeants du Hamas qui vivaient à Beyrouth au Liban qui, eux, sont allés se réfugier en Turquie, des pays où là, évidemment, ils sont accueillis les bras ouverts quand on voit ce que le gouvernement Recep Tayyip Erdogan parle donc du Hamas et de ces attaques du 7 octobre. Donc ces dirigeants se sont réfugiés, signe clair que ils commencent peut-être à prendre les menaces de Ronen Bar et les menaces de Tsahal qui ont bien précisé qu'ils iront les chercher partout et que éradiquer le Hamas, c'est aussi dans la bande de Gaza, mais c'est aussi tous les dirigeants qui se cachent un petit peu partout au Moyen-Orient, donc notamment au Qatar et donc désormais en Algérie et en Turquie, signe donc qui commencent peut-être à avoir un petit peu peur, peut-être. Effectivement. De se faire, alors, attraper par, ce qui est intéressant, c'est que nous avons également réussi à mettre la main sur une réaction, justement, de plus en plus de réactions dans la bande de Gaza, de femmes et d'hommes qui n'acceptent pas cet état de fait, de cette posture du Hamas. Je vous propose, c'est extrêmement court, mais pour comprendre ce qui est en train de se passer peut-être aujourd'hui dans la bande de Gaza. Écoutez cette femme. Nous avons payé le prix. Moi, j'ai des enfants dont le petit a moins de 7 ans. Le papa n'est plus là et je suis seule à la maison. Je n'ai rien pour les nourrir. Pourquoi le Hamas nous a fait ça? Pourquoi ont-ils fait ça? Ils ont perdu la tête. On a tout perdu. Un cri également de cette femme donc qui accuse nommément le Hamas, que l'on n'entendait pas il y a quelques semaines de cela dans la bande de Gaza. Il y a de plus en plus, c'est ce que vous dites. De plus en plus de Gazaouis qui commencent ouvertement à dire que devant les télés, on se souvient de ces scènes dans la télévision Al Jazeera qui sont très vite fait couper évidemment par cette chaîne qatari qui est quand même pro-Hamas. Mais il y en a en effet de plus en plus des Gazaouis qui ouvertement critiquent le Hamas, ouvertement disent devant les télévisions que les terroristes du Hamas prennent leur nourriture. On a vu cette vidéo aussi où on voit clairement les camions humanitaires qui arrivent au point de passage de Rafah où il y a en effet de la nourriture, de l'eau destinée à la population gazaoui. Et sur ce camion, très vite, on a des hommes du Hamas qui sont armés, qui prennent ce camion, qui tirent sur les civils. Donc petit à petit, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de civils gazaouis qui crient haut et fort et qui dénoncent le Hamas et tout ce que fait donc cette organisation terroriste dans ce territoire palestinien, dans la bande de Gaza. Malheureusement, trop tard, parce qu'on se souvient de ces cris de joie extrêmement gênants, de joie justement après les attaques du 7 octobre, où ils ont imploré les cieux au moment effectivement de cette attaque. Alors on prend la direction désormais de la France avec vous, Claude Moniquet. Merci de répondre à nos questions et d'être resté aussi tard pour justement analyser la situation du Hamas. Le Hamas qui presque quitte Manu Militari le Qatar alors qu'il était bien au chaud dans des ponts dorés. Vous répondez quoi? Vous êtes surpris? Je ne suis pas surpris pour deux raisons. D'une part, je pense que quelque part, ce départ forcé arrange bien les autorités qataries, parce que le Hamas est quand même un hôte encombrant du point de vue politique et du point de vue diplomatique. Le Qatar essaie d'avoir de bonnes relations avec l'Occident et le Hamas n'est pas vraiment bien vu en Occident, par les États-Unis et par l'Europe, en particulier depuis le 7 octobre. Et puis pour les dirigeants du Hamas eux-mêmes, bien entendu, ils essaient de se mettre le plus loin possible, hors d'atteinte de la main des services spéciaux israéliens. Mais ça, c'est un pari risqué parce qu'on sait très bien ce qui s'est passé après Munich. Les opérations d'élimination de dirigeants terroristes ont duré des années. On sait ce qui s'est passé avec Ali Hassan Salameh, par exemple. Il a fallu 10 ou 15 ans pour que les Israéliens le retrouvent, les services israéliens le retrouvent et l'éliminent. Je pense qu'ils mettront le temps à retrouver les dirigeants du Hamas, mais je n'aimerais pas être leur ressort vie, je dirais. Claude, il y a une question qui se pose. Alors je sais qu'elle est délicate, mais à partir du moment où des éléments du Hamas, de l'aile politique, si tant est qu'on peut différencier l'aile politique de l'aile militaire du Hamas, quittent le Qatar Manu Militari et se rendent visiblement, selon les sources bien informées, en Algérie.
Quel peut être le rôle de la DGSE? C'est une question cynique que je pose. Alors d'abord, quel peut être le rôle de l'État français dans sa totalité? La France a des relations extrêmement compliquées et souvent tendues avec l'Algérie, mais il est clair que ce nouveau dossier ne va pas arranger les choses. Il est clair qu'on va avoir très probablement des coups de téléphone qui vont s'échanger entre la présidence française et la présidence algérienne pour des demandes d'explications et puis pour essayer de régler ce problème en évacuant si possible les gens du Hamas, en demandant aux Algériens d'évacuer les gens du Hamas vers un autre pays ou un autre endroit. Maintenant, la question de la DGSE est plus délicate encore, parce que par définition, c'est un organisme qui, comme le Mossad, vise à être la prolongation de l'État dans des actions clandestines, des actions qui ne peuvent pas être revendiquées. Je ne pense pas que la DGSE va mener des opérations offensives contre les dirigeants du Hamas qui sont réfugiés en Algérie, mais on peut tout à fait imaginer, par exemple, puisque la France a d'excellentes sources d'informations, de renseignements à Alger, on peut tout à fait imaginer que la DGSE, à certains moments, livre des informations aux Israéliens qui pourraient être utilisées pour que le Mossad mène ses propres opérations sur place pour éliminer les dirigeants du Hamas s'ils restent en Algérie. C'est extrêmement intéressant ce que vous êtes en train de dire, parce que effectivement, quand on sait qu'il y a eu des frictions dernièrement entre les services marocains et les services français, justement, est-ce que finalement, le fait que le Hamas se tire une balle dans le pied et aille justement en Algérie, je vous ramène quand même au scoop que nous avons diffusé sur i24 News avec ces relations extrêmement complexes, ce tissu de relations entre l'Iran, le Polisario qui est l'ennemi du Maroc, le Hezbollah, le Hamas. Est-ce que finalement, grâce à la présence d'éléments les plus indésirables du Hamas en Algérie, ça peut rapprocher la France, le Maroc et Israël? C'est une question intéressante. C'est effectivement, vous l'avez dit, c'est extrêmement complexe. Si on prend les deux pays, les deux régimes, Maroc et Algérie, il est très clair que depuis très longtemps, le choix de la France, ça a été le Maroc, pour des raisons géopolitiques claires. Le Maroc est un pays qui, quand même, se porte mieux que l'Algérie, qui a fait beaucoup plus d'efforts et qui est clairement ancré dans le plan occidental, ce qui n'est pas et n'a jamais été le cas de l'Algérie indépendante. Cela étant, après, il y a une réalité. Le Maroc, il y a une petite communauté marocaine en France, importante mais pas énorme. Il y a une très grosse communauté algérienne. Et là, effectivement, on peut craindre à Paris, on ne le dira jamais comme ça, bien entendu, mais on peut craindre à Paris qu'une partie de cette communauté soit instrumentalisée par les autorités algériennes et crée des problèmes. Donc, on marche sur des œufs quand on parle des relations entre la France et l'Algérie, et les œufs sont encore plus fragiles quand on parle d'un triangle Algérie-Maroc, Maroc-France, avec en plus aujourd'hui cette donne du Hamas. Mais je pense effectivement que cette idée un peu baroque des Algériens d'accueillir les dirigeants du Hamas ne va certainement pas faire monter leur cote auprès de l'exécutif en France et ne va certainement pas amener à une détente des relations qui soient visibles et durables entre la France et l'Algérie dans les mois à venir. Alors c'est moins le rôle de l'Europe, mais quid de la Turquie? Parce que Salah al-Harouri a quitté le Beyrouth, où il était au chaud également, protégé par le Hezbollah. Il s'est installé en Turquie. Des éléments du Hamas au Qatar également en Turquie. On sait que la France entretient aussi des relations extrêmement tendues avec la Turquie. Et les États-Unis aussi ne font rien. La Turquie, c'est un membre de l'OTAN quand même. Alors, c'est effectivement un membre de l'OTAN et un membre extrêmement important de l'OTAN, puisqu'ils sont sur la mer Noire, c'est une des portes d'accès vers la Russie et vers l'Ukraine. Donc oui, et c'est évidemment là-dessus que depuis toujours, Recep Tayyip Erdogan joue pour maintenir à la fois... Il maintient toujours plusieurs fers au feu. Il essaie d'avoir d'assez bonnes relations avec la Russie, tout en étant incontestablement un membre fidèle de l'OTAN. Donc on essaie aussi de le ménager. Je pense que son attitude aujourd'hui par rapport aux dirigeants du Hamas n'a rien pour étonner. On a effectivement entendu son discours. On sait que le Hamas et Erdogan ont le même géniteur idéologique, si je peux dire, les frères musulmans, clairement. Il y a une proximité idéologique forte entre le Hamas et Erdogan.
Je ne veux pas dire que M. Erdogan est un terroriste, mais idéologiquement, ils viennent de la même matrice, celle des frères musulmans. Donc ce rapprochement est tout à fait logique. Mais lorsque Recep Tayyip Erdogan, justement, soutient le Hamas, alors vous dites qu'on ne peut pas dire que Recep Tayyip Erdogan est un terroriste, même s'il soutient les frères musulmans, et surtout, il soutient très clairement le Hamas depuis le début de ces attaques monstrueuses. Est-ce que ça ne peut pas, du côté de l'appareil sécuritaire ou des renseignements français, dire « Stop, Monsieur le Président Emmanuel Macron, il faut tout simplement annuler les discussions d'un éventuel rapprochement de la Turquie avec l'Union européenne ». Alors, sur le rapprochement entre la Turquie et l'Union européenne, il faut être très clair. Il y a toujours cette idée qui continue à circuler bizarrement qu'un jour la Turquie adhérera à l'Union européenne. Ça ne se fera jamais. Ça, c'est une évidence totale et absolue. Maintenant, effectivement, on a intérêt à avoir de bonnes relations avec la Turquie pour différentes raisons qui tiennent à la Méditerranée orientale, qui tiennent à l'apaisement des tensions entre la Turquie et la Grèce, qui tiennent aux questions géopolitiques d'accès à la Russie à l'Ukraine que j'ai évoquées il y a quelques instants. Mais malgré tout, la question pour tous ces régimes est toujours la même. Jusqu'où tolère-t-on qu'ils aillent trop loin? Où est la ligne rouge? Alors on ne le dit jamais, par définition. Merci. Mais à un moment donné, la ligne rouge risque d'être franchie. On se souvient de cette fameuse ligne rouge dressée par Barack Obama lors de l'attaque chimique de Bachar al-Assad. Et pourtant, eh bien, le monde libre, le monde occidental n'avait absolument rien fait lors de cette attaque de la Ghouta à Damas. Merci, effectivement, Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme, d'avoir été avec nous ce soir extrêmement tard. Et pourtant, c'était extrêmement clair également. Merci à vous. Merci. Allez, on passe sur un sujet extrêmement controversé également en Israël, la manière dont les familles des soldats tombés sur le champ de bataille demandent tout simplement de préserver le sperme post-mortem. Regardez ce sujet et ensuite on en parle assez longuement avec nos invités. En juin 2012, Irit et Asher Shahar ont entendu frapper à la porte. Le pire cauchemar de tous les parents. J'ai hurlé. Ils se sont précipités vers moi parce qu'ils avaient peur que je tombe dans les escaliers. Et puis tout d'un coup, je leur ai dit, je ne sais pas comment ni pourquoi, peut-être que ça venait de là-haut, peut-être que ça venait d'Omri. Je suis allé voir le commandant, il a commencé à feuilleter ses documents et je lui ai demandé si le fait de nous informer que nous pouvons récupérer le sperme de notre fils figurait sur la liste des choses qu'il devait nous dire. Il m'a répondu que oui, mais qu'il n'était tenu d'informer que les veuves et non les parents. Je lui ai demandé comment c'était possible. Et c'est ainsi que tout ça a commencé il y a 10 ans. Irit et Shahar ont réussi à demander à un juge de prélever le sperme de leur fils, mais depuis lors, ils mènent une interminable bataille contre l'État d'Israël. Aujourd'hui, grâce aux progrès scientifiques, il est possible de prélever du sperme jusqu'à 48 heures après le décès d'une personne. Habituellement, les médecins procèdent à l'ablation chirurgicale des testicules et au prélèvement des spermatozoïdes. Ce procédé a engendré des questions de déontologie dans le monde entier. Mais depuis 2003, Israël autorise le prélèvement de sperme sur les soldats tombés au combat. Au début, seules les partenaires féminines survivantes étaient autorisées à utiliser le sperme par insémination ou FIV en vue d'avoir un enfant. Mais au cours de la dernière décennie, on voit de nombreux parents faire don du sperme de leur fils à des femmes célibataires désireuses d'avoir un enfant. Zvi Hauser, ancien député à la Knesset, a proposé un projet de loi allant dans ce sens. Le projet de loi précise 3 points essentiels. Le premier, la volonté du défunt, ce qu'il souhaitait. Nous voulons déterminer si le défunt aurait voulu avoir des enfants après sa mort ou non. Nous veillerons à ce que chaque soldat signe avant son incorporation un document indiquant ce qu'il souhaite. Ensuite, nous veillons à prendre en considération le bien-être de l'enfant qui sera issu du sperme du défunt. L'État d'Israël a pris la sage décision qu'il était peut-être préférable pour une femme célibataire d'obtenir un don de sperme d'un soldat décédé avec une famille qui souhaite s'impliquer dans la vie de l'enfant plutôt que de payer pour un don de sperme d'une banque de sperme avec un enfant à naître qui n'a aucune idée de l'identité de son père. Le troisième aspect de ce projet de loi est que nous voulons nous assurer que les parents des soldats tombés au combat et les veuves sont informés du fait qu'il est possible de récupérer le sperme de leurs proches tombés au combat après sa mort et de l'utiliser ultérieurement pour donner naissance à un enfant. Mais ce projet de loi prévoit également des restrictions. Il est important de souligner que les grands-parents ne pourront pas utiliser le sperme de leur enfant pour élever eux-mêmes un petit enfant. Le seul véritable tuteur légal sera la mère biologique qui aura utilisé le don de sperme, la mère qui aura mis au monde cet enfant et qui l'élèvera. Cela signifie que la grand-mère et le grand-père resteront la grand-mère et le grand-père. Ils ne pourront pas être parents.
Et pour aller plus loin, justement, dans ces explications, j'ai le plaisir de recevoir le rabbin Benjamin David. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur francophone de l'Institut de fécondité Poua en Israël. Je vous ai demandé de venir, tout simplement, pour essayer de comprendre véritablement, parce que le problème, il est militaire, c'est certain, il est aussi sociétal et il est religieux, parce que la religion ne va pas sans le sociétal en Israël. Nous aurons dans quelques instants d'ailleurs une gynécologue spécialiste de fécondité justement depuis les États-Unis. Alors, je vous ai fait venir parce que en préparant cette émission, vous m'avez dit que le problème, il est réel, il est compris par l'Institut Poua, par l'Institut de fécondité, mais il pose problème. Pourquoi ? D'abord, comme vous l'avez dit, c'est un problème qui est très, je dirais, pas uniquement un problème, c'est un problème qui touche la société israélienne. Depuis le début de la guerre, il y a énormément de cas de parents, de femmes qui ont demandé qu'on préserve du sperme sur des soldats qui sont tombés au front. Et donc c'est un débat très fort en ce moment à la Knesset. L'Institut Poua d'ailleurs fait partie de la commission à la Knesset qui parle sur ce sujet, qui essaie de définir une loi, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de législation sur ce sujet-là, c'est quelque chose de nouveau. Et donc aujourd'hui, selon le conseiller conseiller juridique du gouvernement, on n'a pas le droit d'utiliser le sperme qui est prélevé sur les soldats, on a le droit de le prélever, mais on n'a pas le droit de l'utiliser jusqu'au moment où une loi va être définie, posée par la Knesset. Alors que dit l'Institut, justement ? Alors aujourd'hui, à l'Institut Poua, on parle, je dirais, on comprend la gravité du sujet et on essaye de poser quelques points qui sont des points d'éthique et des points de halakha qui sont en rapport avec la loi juive. Au niveau de la loi juive, il y a un sujet qu'on appelle nivou lamet, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de détruire, de déchiqueter, d'abîmer une personne qui est décédée. Alors, prélever un testicule, ok, c'est un problème halachique. Alors, si la personne a donné son consentement dès le départ, il a dit je veux le faire. De la même manière qu'une personne, elle signe. Vous savez, en Israël, il y a une carte qui s'appelle Adi où il signe. Un don d'organe. Un don d'organe. Alors, dans ce cas-là, il y a une grande majorité des rabbanim qui considèrent que si la personne de son plein gré a dit qu'il est d'accord qu'on lui prélève des organes, alors dans ce cas-là, ce ne sera pas considéré comme un acte de dénigrement, un acte qui fait qu'on a déchiqueté son corps. Pourquoi justement, alors, je pense à un exemple d'un soldat juif israélien d'origine éthiopienne qui est tombé au combat et dont le cœur a été transplanté à une autre personne et qui a permis, les yeux également, qui ont permis de sauver. Pourquoi ces dons d'organes sont autorisés, ne sont pas controversés et le don de sperme l'est? Alors d'abord, c'est aussi d'une certaine manière controversé, mais c'est moins important dans le sens où, dans le judaïsme, on a aussi pikuach nefesh doché hakol, on a ce principe de fait que quand on peut sauver des vies, alors les autres lois, elles peuvent s'annuler. Et là, donc, on prend le cœur, on va sauver une personne qui est malade, on prend des reins, on va sauver une personne qui est malade, qui est en dialyse, etc. On va lui sauver la vie. Alors que là, on ne parle pas de sauver la vie, on parle de créer un enfant. Et donc, c'est déjà un autre point. C'est-à-dire, on n'est pas en train de sauver une personne qui est malade, on est en train de créer un enfant qui potentiellement n'existe pas pour le moment. Est-ce que l'Institut s'est déjà prononcé en faveur d'un cas existant? Alors, on n'a pas eu encore une fois, on a eu à l'Institut Poua, comme je vous ai dit, on est mitigé sur ce sujet. D'abord, de savoir si la personne a donné son consentement, si le chayal, le soldat, a donné son consentement. Si elle a donné son consentement, c'est beaucoup plus simple. Si le soldat aussi est marié, c'est aussi beaucoup plus simple. D'abord parce que dans le judaïsme, quand on se marie, je dirais que c'est un ensemble, on se marie, entre autres aussi pour avoir des enfants. C'est-à-dire que on a d'une certaine manière une présomption, même s'il n'a pas donné, il n'en a pas parlé avec sa femme, on a une présomption qu'il voudrait avoir des enfants, puisque c'est entre autres pour ça qu'il s'est marié, bien sûr, et certainement il voudrait avoir des enfants avec cette femme-là, puisqu'il s'est marié avec cette femme. Alors que lorsqu'on parle d'un soldat qui est célibataire, on ne sait pas si il aurait voulu avoir des enfants,
Et on ne sait pas si vous aurez voulu avoir des enfants avec une femme qui est aujourd'hui, je dirais, virtuelle. Il n'a pas de femme, il a même pas peut-être même de petite amie, ou c'est peut-être, même s'il avait une petite amie, ça ne veut pas dire qu'il voulait se marier avec elle et fonder avec elle une famille. Donc là, on parle d'un problème beaucoup plus... C'est au-delà du problème religieux, il y a le problème moral. C'est un problème moral. D'abord, un problème moral. Est-ce qu'on a le droit de créer, encore une fois, une descendance, une personne qui... Vous savez qu'il y a une étude qui a été publiée en Israël il n'y a pas longtemps par un professeur qui s'appelle Shofaro de l'hôpital Bellinson. Il parle de spermes qui ont été congelés par des gens qui ont un cancer et qui sont donc... on leur pose la question, si vous êtes en phase terminale et que, Chazé Khalila, vous allez mourir suite à votre cancer, est-ce que vous voulez qu'on détruise le sperme que vous avez congelé, ou est-ce que vous voulez qu'on l'utilise pour viser à avoir des enfants? Et 97% demandent qu'on détruise le sperme. C'est-à-dire, c'est pas obligatoirement qu'une personne, parce qu'elle a congelé du sperme, ça veut dire qu'elle voudra l'utiliser après sa mort avec une personne qui est tout à fait anonyme. Alors Rabin, on va faire une pause dans ces questions. J'aimerais rejoindre justement les États-Unis, où je vous retrouve, docteur Myriam Safra, et merci d'être avec nous. Vous êtes gynécologue, spécialiste de fécondité de l'université Pittsburgh aujourd'hui. Merci de répondre à nos questions. Scientifiquement, est-ce qu'il y a une date limite de ponction justement de sperme post-mortem? La question combien de temps on peut procurer le sperme après le décès de la personne est une question qui se pose beaucoup. Et la réponse est que ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la façon dont le corps a été préservé, par exemple, depuis le décès jusqu'à qu'on fasse la procuration du sperme. Normalement, les corps étaient gardés à la morgue à 4 degrés, et c'est les données qu'on a dans la littérature médicale. Et on sait que dans ces cas-là, du sperme a été retrouvé et utilisé, donc retrouvé et utilisé jusqu'à passer 48 heures après le décès de la personne. Et il y a des enfants même qui sont nés de sperme qui ont été pris jusqu'à 48 heures après le décès. Du sperme a aussi été trouvé jusqu'à 72 heures ou même 96 heures. Il y a même une étude où il y a un patient qui a eu du sperme retrouvé jusqu'à passer 106 heures après son décès. Mais ce sperme n'a pas été utilisé. Donc on ne sait pas si les spermes qui ont été procréés après tellement de temps, est-ce qu'on peut les utiliser? Est-ce qu'on peut fertiliser des oocytes avec? Est-ce que des bébés seront en bonne santé après? Donc ça dépend de beaucoup de choses. Et normalement, ce qui était avant la guerre, c'était des corps qui étaient gardés à la morgue à 4 degrés. Et c'est pas toujours le cas, malheureusement, avec des patients ou des proches qui sont tués pendant les temps de guerre, ou ça peut être des personnes qui sont gardées dehors, comme on a eu au début de cette terrible période. Et dans ces cas-là, on ne sait pas exactement combien de temps on pourra retrouver du sperme après le décès de la personne. Et est-ce que vous ne pensez pas, docteur, qu'il y a un problème de risque, de généralisation, de banalisation de ce processus, finalement, et des dérives scientifiques? En Israël, la procédure se fait en 2 étapes. Comme je l'ai dit avant, la possibilité de prendre le sperme, de procurer le sperme, et après de faire un appel pour pouvoir l'utiliser. Je pense que ça donne une très bonne réponse et aux besoins de cette procédure qui est faite en fait en temps extrême. Et c'est pour ça que toutes les questions éthiques et les questions de loi seront répondues à la 2e étape. Mais si on ne fait pas la première étape, alors il n'y aura même pas besoin de se poser les questions qui doivent être posées à la 2e étape. Et en plus, je voudrais ajouter qu'en Israël, le yachas qu'on a avec tous les décès et avec tous les corps est une approche qui est spéciale, je pense, pour le peuple juif et pour les gens en Israël. Et la façon dont les choses se font à la morgue, ça se fait avec énormément de respect. Et pour le décès, pour notre patient qui est maintenant décédé. Et je pense que c'est quelque chose qui est très spécial aussi en Israël, la façon dont ces procédures se sont faites pour donner le kavod qu'il faut dans cette procédure. Merci, docteur Safré. Rabbin David, j'ai pu m'entretenir avec Baruch Ben Igal, le père d'Amit Ben Igal, qui est tombé au combat à Naplouse en mai 2020. Et il me dit, oui, nous avons ponctionné le sperme de mon fils et nous trouverons en temps et en heure la dame qui correspondait plus ou moins à notre fils. Vous lui dites quoi? Alors, il y a aussi un autre paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est l'enfant qui va naître.
Et je crois que on doit aussi prendre en compte. Vous savez que on voit en ce moment, il y a des familles, des soldats qui tombent au combat. Ils ont une famille, ils ont un bébé. Et pour tous, c'est une tragédie. Tout le monde est déchiré par cela quand on voit ces familles avec ces orphelins qui sont là et qui pleurent. Alors, est-ce qu'on a le droit éthiquement de créer a priori un enfant qui sera orphelin? Quand c'est une tragédie, un accident de voiture, quelqu'un qui meurt ou qui meurt au front, alors c'est une tragédie. Tout le monde pleure, encore plus que quand c'est quelqu'un qui est, je dirais, célibataire. C'est encore plus, ça nous fait encore plus, ça nous déchire le cœur encore plus. Et là, il y a des personnes qui décident a priori de créer un enfant qui va être orphelin, un enfant qui n'aura pas de père, qui va grandir avec une dame encore une fois on ne sait pas qui elle est. Qu'est-ce qui va se passer si cette femme demain se marie et décide de quitter Israël, aller habiter aux États-Unis, et les parents de ce soldat qui est décédé vont dire non, il faut absolument qu'il grandisse ici. Pourquoi on a voulu avoir cet enfant? Pour qu'il grandisse avec nous. On est en train de créer, il faut qu'on réfléchisse bien quel est l'impact psychologique sur ces enfants-là, qu'est-ce qui va être l'impact psychologique sur la famille, des déchirements qu'il pourrait y avoir. Il faut absolument mettre les choses qui soient vraiment au point. C'est pour ça que nous, à l'Institut Pourra, quand on nous a demandé à la Knesset d'écrire un avis, on pense que si, encore une fois, une personne a donné son avis et a donné son consentement, on pourrait accepter la chose. Si cette personne est mariée et qu'elle a donc une femme qui prend la responsabilité sur cet enfant, et je dirais que c'est la continuité de sa famille qui existe déjà, on peut l'accepter. Mais lorsque des parents, des grands-parents, qui vont être en fin de compte les grands-parents, les grands-parents, au point de vue juridique, ils n'ont aucun statut. Donc on est en train de créer, je dirais une stèle, c'est un mot que je ne veux pas utiliser, mais un genre de monument vivant en mémoire d'un enfant qui est décédé. Encore une fois, c'est une tragédie. Je comprends les parents qui veulent avoir un enfant de cette manière, un petit-fils, surtout parfois, s'ils n'avaient qu'un enfant et c'est lui qui est mort à la guerre, on a un devoir d'une certaine manière de compassion et d'aimer, mais il faut comprendre aussi qu'est-ce qui va se passer avec cet enfant qui va naître. Et là, à mon avis, vous savez, dans le judaïsme, on a un principe qui dit « Ve'afta l'erecha kamocha » aime ton prochain comme toi-même. Et dans le Talmud, on nous dit « Ne fais pas à ton prochain ce que tu voudrais pas qu'on te fasse à toi-même ». Est-ce qu'on n'est pas en train de créer un enfant orphelin qui un jour va dire « Mais pourquoi vous m'avez fait venir au monde et que je vis dans une tragédie ?» Merci, Rabbin Benjamin David, le directeur francophone de l'Institut Pourra. Vous reviendrez peut-être dans nos studios si la loi avance, justement, puisque vous êtes en plein débat à la Knesset. Merci d'avoir été avec nous sur ce débat extrêmement controversé, extrêmement intéressant aussi. Merci à vous. Shalom, shalom. Et une mauvaise nouvelle pour refermer cette édition de France. La famille de l'otage Joshua Molel, tanzanien, a été informée qu'il a été assassiné par les terroristes du Hamas en captivité. Malheureusement, une fin terrible pour cet étudiant tanzanien retenu en otage et donc assassiné par le Hamas. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Défense. Très bonne soirée à tous et à toutes. On se retrouve la semaine prochaine.